Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. On commence tout de suite par l'actu. TIL, filiale de l'armateur MSC, va investir 1 milliard d'euros dans son terminal sur le port du Havre, Port 2000. C'est un port à containers en eau profonde. L'entreprise veut équiper un porte-conteneurs XXL. Ce projet s'accompagne de 1000 postes de dockers supplémentaires et 200 postes pour la maintenance. Dantec, le créateur du mini lave-vaisselle Bob, basé en Vendée, est en redressement judiciaire faute d'avoir bouclé une levée de fonds escomptée. La PME s'apprêtait à lancer Joe, un petit four multifonction. La PME en appelle au soutien du grand public en lançant une offre spéciale pour son lave-vaisselle reconditionné ou neuf. Elle vise les 6000 ventes. Une opération de précommande pour son four est également lancée. L'entreprise espère réunir 5 millions d'euros d'ici le 30 juin prochain. Quick revient en France. L'enseigne qui a bien failli disparaître de notre pays se porte bien désormais et envisage de se réinstaller dans nos régions. La chaîne franco-belge de Burger a enregistré en France un chiffre d'affaires de 515 millions d'euros en 2024, en hausse de 25%, avec l'ouverture de 30 nouveaux restaurants. Elle vise désormais 300 nouveaux restaurants en France dans les prochaines années. Il y en a actuellement 160. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Cryptors in the City, cela ne devrait pas tarder. Ça arrive, c'est une nouvelle application et c'est un jeu très conceptuel qui allie culture, art, patrimoine aussi, on va dire ça comme ça. Louis de Carolis, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Entrons dans le vif du sujet. Vous êtes l'un des fondateurs de l'application Cryptors in the City. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, tout à fait. Je suis l'un des 3 fondateurs avec Guillaume Mazurage, qui est artiste et qui signe toutes nos œuvres de street art, et Florent de Carolis, qui s'occupe du produit. Cette application, c'est une nouvelle expérience touristique qui s'appelle Cryptors in the City. Ça veut dire secret caché dans la ville. Et déjà, dans le nom, il y a l'ambition du projet, c'est utiliser la culture geek, la culture populaire, pour la mettre au service de la culture traditionnelle. Et en fait, on crée et on installe des œuvres de street art. On installe, au lieu d'avoir un panneau d'information que plus personne ne lit, vous allez avoir un personnage en pixel art qui va revisiter Louis XIV, qui va revisiter Coco Chanel, qui va attirer le regard. Et avec l'application qui est gratuite, déjà multilingue, on peut aller les capturer. Et à partir de là, on va pouvoir apprendre la vie du personnage et le lien qu'il a avec le lieu. Et donc, on a des œuvres de street art interactives. C'est une sorte de Pokémon Go de la culture, si vous voulez. Ah, vous l'avez dit, j'ai pensé à la même chose. Je pensais à Pokémon Go en découvrant votre appli Pokémon Go, qui a le mérite effectivement de faire lever les yeux pour regarder des façades, voire découvrir de très jolies choses dans nos villes. C'est votre ambition, là aussi, c'est de faire découvrir un site ouvert au public, bien entendu, ou une ville autrement ? Tout à fait, c'est une excuse entre guillemets pour aller justement se balader. Le téléphone est un prétexte pour qu'on lève les yeux et qu'on s'en détache, qu'on trouve l'œuvre qui est cachée dans la ville. Donc on va regarder les détails architecturaux, on va se balader et une fois qu'on a le personnage, on a cette interaction et en effet, on va apprendre des anecdotes. Nous, on n'est pas là pour remplacer une médiation traditionnelle. On est là pour créer un pont justement entre un public qui n'est pas habitué à aller vers ces médiations et ces médiations, et donc qui va pousser la porte d'un musée, qui va pousser la porte par exemple à Deauville des Franciscaines, qui est un lieu de culture extraordinaire, parce qu'il y a Eugène Boudin dedans et que pour compléter sa collection, on va aller chercher tous ces personnages et on va se déplacer dans la ville. On peut aller voir un nouveau quartier aussi, c'est le cas à Deauville avec Joséphine Baker qui est sur le nouveau quartier des Docks. La majorité est sur les planches, mais on va s'en éloigner pour aller découvrir ce nouveau quartier et discuter avec Joséphine Baker. Alors, essayons d'être le plus concret possible. Ça marche comment ? Alors non, là, on n'est pas encore en réalité augmentée, mais c'est un choix. C'est-à-dire que nous, on voulait vraiment qu'il y ait des œuvres de street art. Aujourd'hui, mon associé Guillaume Mazurage, qui signe Mazu, donc crée vraiment des œuvres qui sont en faïence, qui sont en céramique. Ces œuvres sont installées, donc elles font partie maintenant du mobilier urbain des lieux dans lesquels on est installé. Elles peuvent être petites. La plus petite, c'est Coco Chanel sur sa première boutique à Deauville. Elle fait 20 cm sur 20 cm. La plus grande, elle fait 3 mètres sur 3 mètres au château de Cheverny. Elle est dans les jardins, elle est gigantesque. Et donc, on voulait vraiment être inscrit d'abord dans le réel. On va rajouter ensuite d'autres fonctionnalités, et on va chercher ces œuvres de street art, on les capture avec l'application, et ensuite se lance l'expérience de conversation, et on développe, on peut aller jusqu'à débloquer une IA, et là, on peut parler en illimité avec tous ces personnages qui font la richesse de nos territoires. Mais si je vous suis bien, vous
poser des œuvres donc concrètes dans les villes, dans des lieux publics. C'est un travail colossal parce qu'il faut non seulement convaincre ces villes, aujourd'hui vous êtes notamment présent en Normandie, mais pas que, et il faut les convaincre, passer des accords, c'est un vrai travail, non ? Oui, tout à fait. Et donc nous, la première étape, c'est en effet de convaincre les villes, mais on a de la chance, c'est que je crois que les pouvoirs publics regardent le projet avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est une manière innovante d'utiliser le jeu vidéo, qui est quand même le premier produit culturel français et mondial. C'est 7 Français sur 10 qui jouent aux jeux vidéo. Et pourtant, dans les musées, dans les lieux de culture, dans les lieux de tourisme, il n'y a pas cette expérience-là. Donc on a un assez bon accueil, d'abord normand en effet, Deauville et Cabourg, mais on est aussi à Cheverny et on va s'installer là, on a des annonces qui arrivent dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France. Donc l'expérience elle a 5 mois, mais avant l'été, on sera déjà dans pas mal de lieux à travers la France. Et donc ce jeu est gratuit pour les utilisateurs, mais il est où le business model ? Alors, le jeu est gratuit. Nous, on a la conviction que l'accès à la culture doit être gratuit. C'est une expérience qui est financée par le lieu qui nous accueille et donc qui est offert aux habitants de Deauville, qui est offert aux visiteurs de Cheverny, qui est offert dans les différents lieux où on va. Pour nous, c'était important. Donc, aujourd'hui, on vend l'expérience à une ville, à un musée, à un château. Alors 5 mois, c'est une toute jeune entreprise que vous dirigez. Vous en êtes où aujourd'hui ? Quelle est la feuille de route maintenant ? Donc là, on commence dans 15 jours, en effet, un roadshow pour une levée de fonds. Ouais. On a passé les bonnes étapes. Aujourd'hui, on a pas mal de voyants au vert. Et donc, c'est le bon moment pour accélérer. On voit que le produit fonctionne, qu'il a eu un bon accueil, que ce soit au château de Cheverny ou que ce soit à Cabourg et à Deauville. Et donc maintenant, il faut qu'on accélère, en effet, commercialement pour se diffuser dans toute la France et je pense assez rapidement à l'étranger parce qu'on a déjà des demandes de territoires étrangers où la curiosité, on était au CES, on a représenté l'innovation française, on a eu cette chance-là en janvier. Et on voit bien que les publics, notamment japonais, coréens, il y avait une vraie appétence pour ça. Là, on était à l'ITB de Berlin la semaine dernière. Pareil, le public allemand aussi est très intéressé. Donc, il y a la possibilité, des histoires à raconter, des histoires de patrimoine, il y en a partout. Il y a la possibilité et le but, c'est de se diffuser le maximum. Merci beaucoup, Louis de Carolis, d'avoir été notre invité. Merci bien. Une très belle histoire entre deux entreprises. Nous allons à Oradour-sur-Ver et à Nexans, c'est dans la Haute-Viette, pour découvrir deux entreprises très complémentaires, Scopema et Rêve de Vannes. Un reportage de 7 à Limoges. En zone rurale, certaines pépites créent de l'emploi. En route pour Oradour-sur-Ver et Nexans. On fait 80% de notre activité à l'export, y compris en overseas, donc sur d'autres continents, où justement les États-Unis, Canada, c'est des normes différentes des normes européennes. Et il faut aussi répondre aux exigences et passer des crash tests spécifiques pour ces marchés. Scopema, c'est une usine à la campagne. Un peu plus de 60 personnes y travaillent à la fabrication de sièges et banquettes pour camping-cars. L'entreprise a été créée en 1966. Et elle est passée par, c'était RIB Automoto, elle est passée par un dépôt de bilan. Et donc en 81, à la suite du dépôt de bilan, c'est là où 6 salariés de l'époque sont devenus actionnaires en remettant leur prime de licenciement dans la société pour qu'elle puisse redémarrer sous forme de SCOP. D'où le nom Scopema, qui est Société Coopérative Ouvrière de Production d'équipements moto et auto. Donc pour garder l'historique des équipements moto et auto qui ont disparu aujourd'hui, parce que l'activité est 100%, quasiment 100% camping-car. C'est un statut qui change tout en fait. Il change l'esprit de conduite de l'entreprise. L'entreprise appartient à ses salariés, donc chacun est impliqué dans le développement de l'entreprise et chacun a conscience qu'il peut tirer bénéfice des résultats de l'entreprise. Et donc plus il s'implique, plus il contribue à la réussite de l'entreprise, plus il en tire les bénéfices personnellement également. Non, loin de là, à Nexans, une très petite entreprise artisanale s'intéresse à Scopema. Comment est-ce que vous les avez repérés en fait, Scopema ? Scopema, en recherchant une entreprise locale qui fait des embasses pivotantes et des sièges, ils sont ressortis naturellement. Je crois que c'est le seul constructeur français et j'ai la chance qu'il soit juste à côté. Donc naturellement, on s'est mis à travailler ensemble. Dans ce véhicule, qu'est-ce qu'il y a qui vient de l'usine ? La banquette sur laquelle je suis assis, banquette double pour 2 personnes, et les 2 embasses pivotantes qu'on a installées sous les sièges avant. Ah, on peut faire facilement pivoter, faites-moi voir.
Et là, en pivotant, on organise un salon à l'intérieur du véhicule, quoi. Exactement. Allez, voilà, on a le siège qui pivote. Et une fois que les deux sont pivotés, on peut manger face à face en imaginant une table centrale. Oui, le but, c'est d'avoir la maîtrise totale du process de fabrication, dépendre le moins possible de sous-traitants ou de partenaires extérieurs pour intégrer le maximum du process et maîtriser de la matière première jusqu'au produit fini. Où la valeur ajoutée, elle se fait ici. Elle est entièrement ici. Une initiative intéressante de la ferme de la Rodée, c'est près de Dinan en Bretagne. Ils ont fait le choix de proposer aux investisseurs de devenir sociétaires, voire copropriétaires de leur propre ferme pour un prix d'entrée de 500 €. 500 €, c'est le prix d'une part. Une démarche originale. Rémi Goupil nous explique tout cela au micro de TBO. Je m'appelle Rémi Goupil. Je suis paysan à la ferme de la Rodée. On est au nord de Dinan. On lance un appel à souscription. On propose à nos clientes, à clients, voisins, voisines de rentrer au capital par la prise de part et de devenir copropriétaire du foncier agricole. Prendre une part aujourd'hui, c'est faire un placement solidaire de 500 € pour au moins 5 ans avec la possibilité de le récupérer plus tard. Il y a 200 parts qui sont à vendre aujourd'hui, qui représentent 100 000 €. Et on a déjà bien entamé le dispositif puisqu'on a déjà plus de la moitié de la somme qui est déjà rassemblée. L'intérêt pour nous, c'est que la différence entre un loyer de fermage et l'achat de la parcelle, il est quasiment du simple au double. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on devait nous-mêmes acheter la terre, on devrait réaliser un emprunt, on aurait quasiment le double de charges annuelles par rapport au fermage que l'on verse. Le deuxième enjeu, c'est la transmission. Si demain je souhaite transmettre mon exploitation, je n'ai pas besoin de vendre également la terre. Je peux vendre uniquement les vaches, le matériel, et ça peut permettre à une jeune ou un jeune de s'installer beaucoup plus facilement. Et ce loyer continuera à être versé par la personne qui serait après moi. C'est une structure où au départ il y avait une seule personne, mon père. Aujourd'hui, on est 3 personnes qui travaillons, qui sont installées ici à la ferme de la Rodée. Irène Dulac qui est la maraîchère, Émeric Sanson le paysan boulanger, et moi Rémi Goupil qui suis éleveur. On a également une équipe de salariés. Au final, on est une équipe de 7 personnes. Donc moi, aujourd'hui, je suis vraiment très content. Si on veut aujourd'hui encourager l'agriculture paysanne et biologique, on peut le faire par ce moyen-là, en prenant des parts dans des systèmes de fermes collectives de type Terre de Liens, de type le GFA de la Rodée. Merci d'avoir suivi cette édition du Business Club de France des entrepreneurs, émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en podcast audio, mais aussi diffusés sur une dizaine de radios en France. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine.